Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire qui inaugure une webinaire série sur la collaboration et puis nous débutons donc aujourd'hui avec le premier épisode qui est faire équipe et savoir collaborer. Un titre qui a peut-être pu vous surprendre ou vous étonner quelques-uns, mais vous doutez bien que voilà, l'équipe de Changeable, en tout cas, a une petite idée derrière la tête avec un titre pareil. J'en profite pour dire que l'on dit changeable ou changeable. On me pose souvent la question. C'est un mot qui a exactement la même définition en anglais et en français et qui souligne la capacité à changer, que rien n'est immuable. Alors, nous avons aujourd'hui des participants de sociétés d'assurance, de mutuelles, de banques, d'administration, d'industries agroalimentaires, d'hôpitaux, etc., puis de différents pays aussi. Merci à tous de nous suivre et d'être nombreux à nous suivre. Et puis, comme d'habitude, eh bien, nous allons avoir le chat pour réagir. Vous allez pouvoir poser des questions, simplement nous dire bonjour et nous dire si vous nous entendez, si vous nous voyez. Et donc là, vous pouvez d'ailleurs tout de suite nous envoyer un petit message pour me dire si tout va bien pour vous et que nous pouvons poursuivre. Voilà, je vois que Damien aussi, qui s'occupe de la technique, vous a envoyé un petit message. C'est super. Alors, en attendant que vous nous envoyiez des petits messages, pour introduire un petit peu qui est changeable, je voudrais parler un petit peu de du contexte finalement. On parle beaucoup aujourd'hui de sens, du sens de l'engagement, du sens de la performance, en creux de la crise de sens, et puis d'une désorientation finalement que même d'ailleurs des dirigeants peuvent percevoir ou vivre. Et dans le même temps, on doit mettre en place des stratégies, des opérations, des produits qui sont RSE by design, hein, c'est-à-dire en même temps pouvoir créer un futur souhaitable ou créer ou développer un futur souhaitable dans les produits et les services que nous proposons. Et puis, pour faire cela, eh bien, on a des équipes qui viennent de cultures différentes, hein, qui coexistent. Alors, soit parce qu'il y a des générations différentes, soit parce que c'est des origines, Asie, Afrique, Europe de l'Est, etc., Amérique du Nord. On rajoute également à ça des sujets technologiques. On voit tout le sujet de l'intelligence artificielle générative, hein, dont on parle énormément aujourd'hui, qui déjà bouleverse un certain nombre de choses dans un certain nombre de sociétés. Et puis on rajoute à ça la globalisation, la géopolitique, etc. Tout ça pour dire finalement qu'on a besoin de changer en continu. Aujourd'hui, c'est devenu une absolue nécessité. Et donc chaque organisation doit s'adapter en continu. Et ça signifie que on doit développer notre capacité à changer, aussi bien individuelle que collective. Et c'est ça le gros enjeu. Et sans surprise, le terrorisme dans lequel on vit depuis déjà beaucoup d'années s'y accommode assez mal. Alors, ça appelle une nouvelle culture de management, une nouvelle culture de la collaboration, et de se dire quelle culture on va créer et comment on va collaborer au sein de cette culture. Voilà. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, qu'est-ce que Changeable finalement propose ? Nous, on souhaite être un joker. Un joker, c'est une carte dans un jeu qui permet de dépasser les règles, d'aller au-delà du jeu régulier, hein, de s'affranchir du cadre et d'inventer des nouveaux éléments de jeu, d'écrire une nouvelle histoire. C'est exactement notre ambition, c'est d'être le joker de vous, dirigeants, collaborateurs, organisations publiques ou privées, pour pouvoir impulser une nouvelle collaboration, vous vous en doutiez, travailler également la transformation culturelle, et notamment la transformation managériale, aller accompagner l'émergence ou le développement d'un nouveau leadership associé à ces deux éléments précédents, et puis évidemment accompagner les projets de changement. Et des projets de changement de cette nature, sur la culture, sur la collaboration, etc., sont des projets qui sont particuliers, qui touchent d'abord en fait, sur les hommes, les êtres humains, hein, et donc sur les comportements. Et donc ça se manage, ça se pilote, ça s'accompagne d'une certaine façon. Il faut être prêt pour le faire. Voilà, et donc c'est notre ambition d'être ce joker sur ces trois dimensions-là. Et puis, Changeable en quelques chiffres, c'est à peu près 40 personnes qui collaborent, de différents types et profils, majoritairement des coachs d'organisation. On accompagne des sociétés, des startups jusqu'à des grandes entreprises, plus de 10 000 salariés. Et puis, l'année dernière, on a à peu près 200 équipes qui ont été accompagnées. Et on existe depuis une douzaine d'années. Je vous ai mis quelques références également. Vous voyez des comptes du CAC 40 qu'on accompagne jusqu'à des petites startups comme Impulse Analytics ou Unicaï, ou des organisations comme la présidence française de l'Union européenne. Là, c'était déjà il y a 2 ans. Mais voilà, qui fait déjà, on couvre tous les types d'organisations. Si
vous le voulez bien, moi j'aimerais vous poser une petite question. La première, c'est à combien savez-vous collaborer dans votre entreprise? À combien vous estimez que vous savez collaborer dans votre entreprise? Alors, je vais vous envoyer un petit sondage, voilà, les votes sont ouverts, dans lequel vous allez pouvoir répondre. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence, et ça se fermera et ça nous enverra les résultats automatiquement, on en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi collaborer mieux? La première raison, la complexité, j'en ai parlé il y a un instant, qui amène à collaborer et collaborer en intensité, on va dire, et mieux. Et puis, le deuxième élément, c'est que nous, on s'aperçoit que dans la quasi-totalité des interventions que nous réalisons, on diagnostique que le sujet de fond, c'est un problème de collaboration. Parfois, il n'y a pas de collaboration dans une équipe ou entre des équipes, et on vient d'ailleurs de démarrer une mission pour une grande société qui est exactement dans ce cas-là, avec 4 équipes qui ne collaborent pas ensemble alors qu'elles devraient. Parfois, c'est des collaborations qui sont embryonnaires, qui sont insuffisantes pour adresser les défis qui se présentent à l'organisation, mais voilà, elles sont là au fil finalement des capacités des personnes qui sont là pour pouvoir investir, développer cette collaboration. Mais il n'y a pas d'action de fond sur ce sujet. Et donc là, on va nous parler de, il faudrait développer le leadership. Il n'y a pas de prise de responsabilité, il faudrait qu'on développe la prise d'initiative, etc., l'engagement, etc. Parfois, il y a des dysfonctionnements qui vont nuire ou empêcher la collaboration. Et donc, typiquement, ça va être des conflits ou des problèmes humains de relations, ou d'ego ou autres, qu'il va falloir déverrouiller pour pouvoir libérer la capacité de collaborer. Parfois, c'est le souhait de la direction aussi de booster la collaboration entre des acteurs. Alors, ça peut être à la faveur d'une réorganisation, d'une acquisition, d'un projet, de nouveaux rôles, etc. On va bientôt, là, dans quelques jours, démarrer une mission, par exemple, sur une équipe de porteurs de projets du plan stratégique. Des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler de manière collaborer ou travailler intensément ensemble. Et là, évidemment, ils sont tous porteurs d'un pan du plan stratégique et donc ils vont avoir à collaborer énormément entre eux. Donc il va falloir créer cette collaboration et la booster pour qu'ils puissent réaliser donc, les projets. Voilà, etc. Il y a plein de cas. Mais à chaque fois, dans ces missions, on sent qu'on ne sait pas ce qui va favoriser la collaboration ou l'inverse. Il n'y a pas forcément les outils ou les démarches ou les approches, ou alors elles sont là, mais elles ne sont pas bien articulées les unes avec les autres. On ne sait pas comment les articuler. Et que finalement, faciliter la collaboration, ça reste quelque chose de très empirique dans un certain nombre de sociétés. C'est bien et en même temps, c'est insuffisant. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on observe quand même sur des équipes qui collaborent bien, je vous ai mis là quelques éléments. Si vous avez été en position d'observateur, vous avez certainement perçu. La première des choses, c'est relever les défis. La capacité à relever des défis, elle est vraiment importante. Et évidemment, elle s'associe avec l'efficacité des opérations. C'est deux choses différentes qui réclament des mécaniques différentes, mais néanmoins, c'est les premiers résultats finalement des bonnes collaborations dans les équipes. Le deuxième effet, il porte sur le sens. Quand on a la capacité à créer du sens et pas qu'on nous donne du sens. Quand on crée du sens, finalement, évidemment, on booste l'engagement, évidemment, on prend des responsabilités, des initiatives, etc. Et évidemment, ça rejaillit sur la rétention, l'attractivité, la santé. La santé, j'aurais pu la mettre en premier, mais elle rayonne partout. Voilà. Alors, il y en a d'autres, je vous en ai mis que quelques-uns. On pourrait parler de la résilience, de la solidarité, etc. L'important, c'est d'avoir quand même une photo un peu de pourquoi on fait tout ça, pourquoi on développe cette collaboration, qu'est-ce qu'on peut en obtenir. Alors, comme pour faire un bon petit plat, il ne suffit pas de rassembler les légumes ou les ingrédients, mais il faut la recette, il faut arriver à avoir le savoir-faire. Dans ce premier épisode, on vous propose de regarder comment établir la base d'une collaboration fertile, comment la maintenir, la développer, en s'évaluant, en utilisant différents outils, etc. On va regarder ça tout de suite. Je regarde dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'attends que vous réagissiez beaucoup, puisqu'il y a certainement des choses que je vais vous dire qui vont vous surprendre, vont vous déranger peut-être aussi. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et ça nous permettra de préciser pourquoi je pose ces sujets. Voilà. Allons-y, continuons. Le sujet de faire équipe. Le fonctionnement des équipes,
ça repose sur deux aspects qui s'articulent l'un l'autre, et dans cette articulation crée une dynamique. C'est la dimension de la relation, c'est la dimension de l'organisation. Et on le voit bien lorsque l'on insuffle un petit changement dans une équipe, on voit bien cela se mettre en pratique, cette dynamique, agir et accepter le changement et l'inclure et le faire devenir quelque chose du quotidien, une norme du quotidien. Et donc, ce qui va nous intéresser, notamment aujourd'hui, c'est la question de la relation. La question de l'organisation, on pourrait en parler, on l'abordera un tout petit peu, mais je dirais qu'en général, les entreprises savent plutôt bien faire. En revanche, sur la question de la relation, là, il y a plus des sujets qui sont à travailler, de notre observation, bien entendu. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui est évident, et donc je tiens à m'en excuser, mais comme je ne vous connais pas, je reprends quelques éléments de base quand même pour reposer ensuite la suite que nous verrons. Alors, il y a trois éléments qui est important, trois logiques qui est importantes dans le faire équipe et dans cette dimension de la relation qu'il faut prendre en compte. La première, c'est la question de la territorialité. Chacun a sa place, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que j'ai ma place dans une équipe, j'ai également le sentiment que je fais la place aux autres, et j'ai le sentiment que chacun a sa place dans l'équipe. C'est quelque chose qui est fondamental. Beaucoup de situations, parfois, que l'on peut observer, montrent en fait qu'il y a un problème de place. Les gens ne se sentent pas forcément leur place. On leur fait leur place, mais ils ne la prennent pas. Ou alors, on ne leur fait pas de place alors qu'ils veulent la prendre. Il y a souvent ces questions-là de territorialité qui se posent. Et donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important, sur lequel il faut être très vigilant quand on est en position de leadership sur une équipe, d'arriver à poser et regarder si les gens prennent leur place, si on leur donne la place, et si tout le monde a le sentiment que chacun a sa place. Parce que ça a évidemment créé quelques discussions, quelques tensions peut-être parfois, et quelques explications de texte, etc. Et donc on va créer de la relation authentique, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est le sentiment de coopération. C'est si j'ai le sentiment que travailler avec vous, ça va avoir un intérêt et que ça va porter du fruit, eh ben, je vais le faire. Mais si j'en ai pas le sentiment, je vais garder ma logique individuelle. Il n'y a aucune raison que j'aille collaborer avec vous. J'ai rencontré des équipes, par exemple, qui travaillaient, ils avaient le même métier, hein, première fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit qu'est-ce que vous faites ensemble, quelles sont les réunions sur lesquelles vous travaillez ensemble pour partager, etc. Ah mais non, rien. Bon, vous avez quand même les mêmes métiers, donc ah oui, mais on a des fournisseurs différents, on a des projets différents, on a des ceci différents. Bon. Alors, et à la fin de l'accompagnement qu'on a pu réaliser ensemble, finalement, ils se sont dit non, mais c'est quand même super de pouvoir partager nos outils, de pouvoir partager nos perceptions, nos savoir-faire, etc. Ils n'avaient pas la perception qu'ils avaient intérêt à gagner, enfin un intérêt en tout cas à coopérer ensemble. Donc ça, c'est fondamental. Si c'est pas là, il va falloir l'initier, il va falloir le pousser, le faire sentir. Et puis le troisième élément, c'est la question de la synergie. Si j'ajoute à ma force la tienne, à ce moment-là, on obtient quelque chose qu'on est tous les deux incapables de faire. Si on a le sentiment qu'il y a une potentielle synergie, alors là, en effet, il peut se passer quelque chose. Mais si je n'ai pas ce sentiment-là, écoute, toi, tu es dans ton expertise, moi, je suis dans la mienne, je fais mon job, voilà. On ne va pas chercher de l'engagement, on ne va pas chercher de l'investissement, etc. Et donc, il n'y aura pas d'équipe. Ça sera juste un groupe de personnes qui travaillent les uns à côté des autres. Voilà, donc ces trois dimensions, elles sont importantes parce qu'elles vont jouer sur la confiance, évidemment, sur le jeu personnel versus le jeu collectif, sur, évidemment, l'effet d'engagement dans l'équipe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des remarques? Voilà, je vois qu'il n'y a pas de petites questions dans le chat. N'hésitez pas, à me dire si tout est OK pour vous et que j'avance, je continue. Sinon, on revient sur le sujet. Voilà. Voilà, écoutez, je vais poursuivre. Je vais vous parler de 6 leviers, on peut les appeler comme ça,
qui permettent de développer la collaboration dans les équipes. Le premier, c'est les échanges authentiques, favoriser les échanges authentiques. Ça, c'est un vaste sujet. Certains, peut-être d'entre vous, ont déjà essayé et s'y sont peut-être cassés les dents. C'est qu'il ne suffit pas que moi, j'ai envie qu'on ait des conversations authentiques, des échanges authentiques pour que ça arrive. Il faut que l'autre partie ou les autres parties en aient aussi le désir. Et c'est évidemment quelque chose qui est un fondement de la collaboration. Alors, comment on peut agir là-dessus? Il y a tout un tas de techniques, notamment qu'on trouve dans la facilitation. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier-là. Être facilitateur de collaboration, facilitateur d'intelligence collective, et qui présente des outils, des démarches, des approches qui vont positionner les personnes, créer des discussions structurées pour justement aller chercher cette authenticité, faire en sorte que les personnes parlent d'elles avant de parler du boulot, parlent de certaines observations, confrontent certaines observations, etc. Évidemment, ça, c'est des actions qui sont à réaliser régulièrement. L'authenticité, ça arrive au fil de l'eau. Ça dépend des équipes, mais des fois, ça prend du temps. Et évidemment, ça demande aussi que la posture du leader ou du manager soit claire, c'est-à-dire qu'il soit au même niveau que les personnes de l'équipe et qu'il participe de la même, avec la même, je veux dire, la même prérogative ou les mêmes responsabilités que les autres dans l'équipe, pas en tant que chef. Et donc, il y a par exemple des sociétés qui vont créer, j'ai une en tête, une grosse boîte de l'industrie qui a créé un service dédié avec des gens dont c'est finalement la formation, des facilitateurs, et qui vont être appelés par des managers, des dirigeants, des responsables de projets, etc., pour aller travailler sur certains moments, alors soit des équipes qui vont être disciplinaires avec des clients, des fournisseurs, etc., pour pouvoir créer la collaboration rapidement, ou alors dans des équipes qui ont besoin de collaborer, mais pour lesquelles c'est pas facile et qui vont du coup apporter des choses régulièrement sur des temps courts pour les aider à collaborer. Donc ça, c'est voilà, un élément qui est fondamental. Il y a plein de solutions qui existent, mais qui demandent un investissement, qui demandent parfois d'aller chercher un tiers. Ça peut être quelqu'un de l'entreprise ou ça peut être des gens comme moi, pour pouvoir faciliter ces échanges et créer ces échanges authentiques. Une fois qu'ils sont établis, il y a peu de chances qu'ils s'évanouissent, sauf si on vient les torpiller. Et donc après, ça s'apprend aussi, mais tout le monde en est responsable. Voilà, c'est OK pour ce premier point, pas de remarques. Le deuxième, c'est les conditions atmosphériques. J'ai appelé ça comme ça parce que si vous faites des efforts fantastiques pour développer la collaboration et que vous avez des éléments de contexte extérieur qui viennent le détruire, en fait, vous allez vous épuiser, l'équipe va perdre confiance et finalement, vous aurez perdu votre temps. Donc, un des rôles, finalement, là, qui est vraiment important, c'est d'avoir un paraclet ou une zone franche dans laquelle on dit, écoutez, nous, on veut collaborer et on va expérimenter un certain nombre de pratiques, etc. Merci de ne pas commenter ou merci de nous laisser faire. On regardera dans 6 mois, dans 1 an, les résultats que ça peut produire. C'est vraiment important, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça fait partie des missions clés, en tout cas pour la personne qui est en leader sur cette équipe qui doit collaborer. Troisième élément, c'est s'ouvrir à l'échec. On a tous échoué. A priori, il n'y a pas de raison qu'on arrête d'échouer. Pourtant, il y a toujours une peur. Peur à échouer, peur de ce que les autres vont dire, etc. Donc, on sait aussi par ailleurs que si on veut innover, si on veut créer des choses, on va essayer et potentiellement, il y a des échecs. Donc, privilégier l'échec, s'ouvrir à l'échec, c'est l'accepter, faire en sorte que ça soit quelque chose de normal. Et en même temps, c'est aussi se dire, si quand même on peut faire des échecs qui sont des petits échecs, sur lesquels les conséquences sont pas trop importantes, c'est peut-être pas si mal. Et donc là, il y a finalement 2 actions combinées. Il y a une action, on va dire, qui est plus culturelle, qui doit travailler l'acceptation de l'échec ou l'accueil. Moi, j'aime plutôt parler de l'accueil de l'échec, qui fait partie de la vie, et notamment de la vie professionnelle. Et puis une deuxième partie qui est de comment on va travailler ensemble pour pouvoir produire potentiellement des échecs, mais qui sont les plus petits possibles, ou aux conséquences les moins graves. S'apercevoir le plus vite possible de ces échecs pour pouvoir corriger, ajuster et ensuite réessayer. Et donc là, vous avez tout un tas de démarches d'amélioration continue, de principes d'agilité, de design thinking, etc. Toutes ces démarches, de toute façon, elles
on va dire, elles proviennent, elles découlent du même fondement. Hein. C'est des cycles assez courts de fonctionnement avec un certain nombre de phases, alors qui changent un petit peu selon si on est dans une industrie ou une autre, mais qui vont amener les personnes rapidement à se confronter leurs idées à un prototype, à un public, et pour pouvoir identifier s'il y a échec, ou s'il y a eu un petit ajustement, etc. Je fais, moi, la distinction entre échec et erreur, hein, en disant que lorsque vous apprenez à nager, que vous êtes au bord de la piscine, si on vous dit, bah voilà, c'est à toi, vas-y, quand vous allez sauter dans l'eau, en général, vous n'avez pas vraiment peur de faire un faux mouvement, hein, sur la brasse ou sur le crawl. Par contre, vous avez peur de vous noyer. Voilà. Bah, l'erreur, c'est l'erreur de mouvement. La noyade, c'est l'échec. Voilà. Et c'est plutôt ça qui l'emporte. Donc, c'est policier, c'est sympathique de parler d'erreur, mais en fait, le véritable sujet, c'est l'échec. Donc, autant en parler directement et aborder le sujet directement. Voilà. Des questions là-dessus? Oui, j'ai pas des questions, des remarques, voilà, des étonnements. C'est bon pour vous? Je vous laisse commenter si vous le souhaitez. Ensuite, l'échec, évidemment, avait introduit le sujet, hein, puisque c'est une forme de reconnaissance, mais il faut s'ouvrir à la reconnaissance. Il y a un jour un directeur que j'accompagnais avec son codir qui me dit, écoutez, moi, je ne suis pas tellement sensible à la reconnaissance, donc j'en donne peu. Je dis, mon œil, la reconnaissance, c'est un sujet existentiel, c'est un besoin existentiel, donc il n'y a pas de raison qu'il soit moins sujet qu'aux autres. En revanche, en effet, il y a différents types de reconnaissance. Peut-être que lui était sensible à certains types de reconnaissance et pas à d'autres. C'est tout à fait possible. Mais selon finalement l'organisation et la culture qui est en place, il y a un système de reconnaissance qui est en place, qui est en général pas forcément nommé, qui est pas, voilà, il existe. Ça devient une norme. On a l'impression que c'est une norme, alors que ce n'est juste qu'un choix. Ou qu'une croyance qui existe, mais qui va avoir un impact profond sur l'engagement, profond sur la motivation, le sens, l'envie, évidemment la collaboration. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, quand même dans les missions dans lesquelles on intervient, on s'aperçoit qu'il y a un manque cruel de reconnaissance. Il y a un besoin cruel de reconnaissance. Les gens nous en parlent dans des entretiens individuels qu'on peut avoir ou dans les observations qu'on peut mener. Donc, s'ouvrir à la reconnaissance, ça veut dire se dire, tiens, mais en fait, quels sont les types de reconnaissance qu'il va falloir que j'aille travailler pour en distribuer. Et puis, quand je dis ça, c'est pas uniquement moi, le leader, ou moi, le manager, c'est moi, membre de l'équipe, puisque au même titre que les autres, je suis un distributeur de reconnaissance, comme un réceptacle de reconnaissance. J'en ai besoin et j'en donne. Et donc ça, c'est complètement à revoir. Parce que dans beaucoup d'organisations, la culture fait que, en fait, on n'est pas du tout dans une démarche où on s'ouvre à la reconnaissance. On s'ouvre un peu à la reconnaissance sur la question de la performance, qui est le dernier élément. C'est mieux que rien, c'est pas mal. Mais en fait, il faut d'abord combler les besoins de reconnaissance existentielle. Des questions là-dessus? Ok. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des étonnements, à nous les partager. Élément suivant, c'est la question de la stimulation, de la réflexion et de la créativité. Moi, quand j'entends des managers qui me disent « Oh, ben, mes équipes, oh là là, oh, alors on pose une question, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Hein. » Bon, bah, alors, souvent, quand on leur pose la question, mais est-ce que vous posez régulièrement, est-ce que vous organisez souvent des moments finalement où il y a une réflexion collective? Bah, non, il n'y en a pas vraiment. Il y a une fois de temps en temps, bah, évidemment, quand on le fait une fois de temps en temps, bah, les gens se disent bah, je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est pas mon job, ou voilà, bah, il faut prendre le temps, puis je ne sais pas comment faire, réfléchir, ou user de la créativité, etc. Donc, c'est quelque chose qui a besoin d'être entraîné, c'est comme un muscle. Et donc, il faut pouvoir réaliser régulièrement des activités de réflexion collective et de mettre en pratique des petits outils de créativité, des marges de créativité. Là, il y a un déficit cruel en France sur cette dimension de la créativité. Moi, j'entends souvent « Oh là là, non, moi, je ne suis pas créatif, vous savez. »
Ben si, bien sûr, au même titre que les autres. C'est juste que, voilà, comme un sportif, vous n'êtes pas entraîné, donc entraînez-vous et puis vous le deviendrez, hein, ou redeviendrez plutôt, ou vous utilisez cette capacité. C'est extrêmement important aussi, quand il est associé à ça, à la prise de décision. J'ai vu des cas où on utilisait des démarches de réflexion collective, de créativité, et puis in fine, en fait, la décision elle était prise par le chef, par le patron, par le manager. Bon, alors là, ça tue la démarche de créativité, hein, et ça tue la démarche de collaboration. C'est bon, en fait, on travaille, on fait des trucs, puis après, c'est lui qui décide ou c'est elle qui décide. Donc, il faut aussi travailler cette prise de décision collaborative. Et là encore, c'est un sujet qui est assez mal maîtrisé, cette prise de décision collaborative. Comment on fait pour prendre une décision en collaboration collective? Il y a des techniques, il y a des approches qui existent, qui sont simples, pas compliquées, mais qui permettent à chacun de se sentir finalement partie prenante de la décision et de se retrouver cette dimension de synergie dont je parlais tout à l'heure, qui est donc fondamentale. Voilà, dernier point que je voulais partager avec vous, vivre les tensions pour limiter les conflits. J'avais envie même de dire vivre les conflits. Il n'y a pas d'équipe sans tension, déjà. Il n'y a pas de groupe humain sans tension. Et donc, de facto, ils sont là. Par contre, on peut avoir différentes réponses à ça. On peut leur faire une place, et puis on peut les camoufler ou essayer de faire en sorte qu'il n'y en a pas. Or, les tensions précèdent les conflits. Ils n'arrivent pas tout seuls, les conflits. Et donc, souvent, c'est ce manque de verbalisation, ce manque d'espace qu'on donne finalement à ces tensions qui vont immanquablement conduire vers des conflits qui vont parfois aller jusqu'à l'affrontement. Et lors de ces moments de tension, il y a une forte activité émotionnelle en général. Et c'est là un biais qui est intéressant, de pouvoir travailler sur la verbalisation des tensions, c'est travailler sur la verbalisation aussi des émotions. Et là, on tombe sur le sujet d'intelligence émotionnelle, avec la première brique, être capable de ressentir ses émotions, de nommer ses émotions et d'observer les comportements que ça engendre, en tout cas sur moi, et éventuellement sur les personnes qui m'entourent. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans la santé des équipes, dans la collaboration, de pouvoir vivre ces tensions. Il n'y aura pas de confiance vraiment approfondie tant que je ne saurai pas comment toi tu réagis quand on est en situation de conflit ou une situation simplement de tension. Et j'ai besoin de vivre ça et d'être rassuré là-dessus pour que du coup je puisse mieux collaborer avec toi. Voilà, et donc c'est évidemment beaucoup plus, on crée par là un climat qui est beaucoup plus serein lorsque on aborde ces tensions, lorsqu'on les accueille, lorsqu'on leur donne une place, plutôt que de vivre toujours sur la menace d'un conflit. Et on sait qu'il y a une tension, on essaie de la minimiser, etc. Mais on sait que potentiellement un jour, il y a le conflit qui peut arriver. C'est pas serein, c'est pas une situation favorable pour la collaboration. Jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui ne sont pas d'accord, qui puissent le dire, qui puissent s'exprimer. N'hésitez pas. Dans le chat, il est là pour ça. Alors, sur cette base-là, nous, on a créé un modèle d'intervention qui permet de donner une boussole à des gens qui sont en situation de leader sur une équipe. Ça peut être les managers, mais ça peut être simplement des personnes en transverse, sur un projet ou autre, pour leur donner la capacité finalement à lire un petit peu ce qui se passe dans l'équipe et puis à se dire, tiens, comment je peux agir, qu'est-ce qui manque finalement dans mon action de leader sur cette équipe pour pouvoir faire en sorte que ça améliore les composantes qui vont permettre la collaboration, une belle collaboration de s'épanouir et certainement d'atteindre l'intelligence collective à certains moments de travail. Alors, on l'a appelé collaborer, sans doute, et on la trouve ici, donc c'est un modèle sur cet axe qui travaille, on retrouve un certain nombre de choses qu'on a
évoqué il y a quelques instants, hein, qui rentrent dans ces composantes-là. Le premier, c'est d'être ensemble, hein, la qualité d'être ensemble, il faut s'écouter, se connaître, se taire, s'accueillir, se parler, se faire confiance. Voilà, tout ça, c'est un travail qui est essentiel, hein, pour construire une équipe, construire le groupe. Il y a la dimension du voir ensemble. Il ne suffit pas de... J'entends souvent des patrons qui me disent « mais je ne comprends pas, j'ai expliqué la vision stratégique et ça n'embraye pas derrière ». Bah oui, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas abordé la question de la visée, c'est-à-dire du chemin pour accéder jusqu'à la vision, en fait, les gens ne savent pas trop. Hein, donc ça se fait un peu... Voilà. Donc là aussi, il faut donner une place à ça. Donc là aussi, il y a des démarches pour pouvoir le faire dans chaque équipe. Sinon, ça dysfonctionne, ça patine. On parle aussi de s'orienter ensemble. S'orienter ensemble, c'est une question qui est importante. On parle souvent de valeur dans les entreprises. Moi, je préfère parler de richesse en disant quelle richesse on va cultiver. Voilà. Si une des richesses, c'est la qualité d'être ensemble, c'est la qualité de collaboration, très bien. En fait, ça devient une cible, hein, ou un élément de repère de chaque personne de l'équipe et qui doit se poser la question dans un premier temps, jusqu'à ce que ça devienne la norme dans chacune des actions qu'il va réaliser. Est-ce que je préserve bien la qualité de l'équipe? En général, ça se fait de manière assez intuitive. Mais tant qu'on n'a pas posé quelles sont les richesses qui vont permettre l'autonomie, qui vont permettre la prise d'initiative de chacun, en fait, on ne sait pas, puisque c'est le chef, ou c'est le leader, ou c'est X ou Y qui sait comment on doit faire ou ce qu'il faut faire. Moi, je suis juste un simple contributeur. On peut pas... la collaboration, c'est pas ça. Il faut que chacun ait cette capacité d'initiative et donc cette autonomie. Et pour avoir cette autonomie, il faut cette capacité d'orientation. Décider ensemble, on en parlait tout à l'heure, fondamental. On ne peut pas collaborer si on ne sait pas décider ensemble. Sinon, la collaboration s'éteint très très vite. Donc, voilà. Le savoir ensemble, alors moi j'aime bien parler de conjuguer les savoirs. On m'a dit que ça faisait un peu consultant comme discours peut-être. Moi j'aime la dimension de conjugaison. C'est multiplier. Et pour ça, en fait, c'est cette idée de synergie, c'est-à-dire que moi, j'ai des expertises, j'ai des connaissances, j'ai des savoir-faire, etc. Toi, tu en as d'autres. En fait, si on les imbrique les unes avec les autres, on a la capacité d'être en synergie. Ça aussi, ça se travaille. Il y a des personnes qui sont en situation qui vont refuser, en mission en ce moment, refusent de participer et de partager son expertise, alors que les autres en ont besoin. Elle part à la retraite bientôt, etc. Voilà, parce qu'il y a plein de sujets qui ont fait que... Bref. Mais il n'y a jamais rien qui a été fait là-dessus. Donc, si on veut qu'il y ait ces partages, cette conjugaison des savoirs, il faut pouvoir agir dessus. Ensuite, s'ajuster ensemble, c'est la question des tensions, la question des conflits. Au niveau des affrontements, c'est un peu trop tard pour intervenir, hein, mais sur les tensions, les conflits, il y a plein de choses qu'il y a à apprendre pour pouvoir être à l'aise sur ces aspects et pouvoir... tirer profit de ces tensions, parce qu'en fait, c'est des vrais moteurs. Hein, les émotions, c'est emotion, hein, mettre en mouvement, qui sont derrière. Et donc, c'est des vraies mises en mouvement, des leviers très puissants qui vont amener des accélérations parfois géniales dans certaines équipes. Voilà. Et puis, le dernier aspect, c'est le travailler ensemble, qui est plus la dimension, organisation, process, etc., qui en général est assez bien couvert, même s'il y a des choses qu'on peut éventuellement ajouter, mais... voilà, à la marge. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de vous positionner sur ce modèle-là en tant que pilote. Partie prenante et pilote. Et quand je suis en pilote, en fait, ça m'aide à analyser, à voir finalement sur quoi je dois peut-être agir, préparer aussi, à choisir les actions que je vais pouvoir engager, si je me pose des questions, si je doute du sujet, et puis à piloter ça, puisque évidemment ça bouge dans le temps. Hein, et donc, ça ne veut pas dire que si on a travaillé à la qualité d'être ensemble au début, il ne va pas falloir y revenir. En fait, il faut y revenir régulièrement. Pareil sur la vision, etc. Et il y a cette espèce d'incrément qui est intéressant. Et évidemment, chaque équipe a, on va dire, sa spécificité propre, et donc son réglage propre. Hein, certains groupes ne vont pas avoir besoin de beaucoup conjuguer les savoirs, parce que ça se fait très naturellement. En revanche, sur décider ensemble, ils ont du mal. Voilà. Donc, chaque équipe a son petit réglage qu'il faut arriver à définir, et donc ces outils sur lesquels il va être plus sensible.
Voilà. Et donc, sur chacune de ces dimensions, on a développé, nous, un certain nombre d'outils, un certain nombre de petites mises en situation, un certain nombre de choses qui permettent à l'équipe de se rendre compte de quoi il s'agit, de sentir le pouvoir, en fait, qu'ils ont aussi sur les choses. Et ça, c'est fantastique parce que du coup, ils s'approprient les thématiques. Après, on peut leur donner de la matière, on peut leur donner du contenu. Ils vont le mettre en œuvre seuls. Alors, oui, ils vont même aller chercher du contenu à l'extérieur, puisqu'on n'est pas les seules sources de contenu, bien entendu. Voilà. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur comment nous le mettons en œuvre, hein, comment on l'a mis en œuvre, notamment dans une Crédit Agricole, par exemple, mais également dans d'autres startups, entreprises. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous participez à la masterclass, vous avez un petit bouton pour s'inscrire à la masterclass en bas pour pouvoir échanger avec nous et qu'on puisse vous expliquer tout ça et vous montrer le contenu détaillé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses à apporter ? Comment gérer les émotions des collaborateurs ? C'est une bonne question. En fait, il y a un mot en trop en fait dans votre question, c'est gérer. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire gérer. Les émotions, elles existent. J'ai aucun pouvoir sur les vôtres, vous n'avez aucun pouvoir sur les miennes. Donc, gérer les émotions des uns et des autres, on ne peut pas. Ça n'existe pas. En revanche, on peut amener les personnes à, ce que je disais, à les nommer, à les verbaliser, à visualiser quels sont les comportements que ça engendre. Ça, c'est la première base de l'intelligence émotionnelle de Chapman et qui est fondamentale. Il y a les autres après qui arrivent, qui sont importantes aussi, mais ça c'est extrêmement clé. Déjà, si vous arrivez à poser ça et poser comme une norme dans votre équipe, en fait, c'est déjà un super point d'appui sur lesquels probablement il y aura déjà des prises d'initiative qui se feront. Et si besoin, ensuite, vous pourrez, allez-vous apporter du contenu ou faire appel à d'autres pour pouvoir être aidé sur ces dimensions-là. Voilà. Mais gérer les émotions, ça ne veut rien dire. Maîtriser les émotions, ça ne veut rien dire non plus. Voilà. Il faut les accueillir et ensuite comprendre quelles actions elles ont. Voilà. La régulation des émotions, c'est possible. Et c'est quelque chose qui s'apprend, voilà, par la méditation, par exemple, en mettant à distance ses émotions et ses réactions, ce qui permet de scinder finalement les deux et de ne pas avoir des comportements réflexes. Ça, c'est possible, mais ça demande un travail de développement personnel, qu'on ne demande peut-être pas forcément dans toutes les entreprises. En tout cas, si déjà les gens peuvent nommer ces émotions, ça permet d'aller chercher ces tensions, ou de verbaliser en tout cas ces tensions, et d'aller chercher les sources éventuellement de ces tensions, et de pouvoir agir dessus. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je ne sais pas. Je vous éclaire. Peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez échanger ou partager ou des étonnements que vous vouliez sur lesquels vous vouliez réagir ? Voilà, je reviens aussi sur le petit test. Vous avez été quelques-uns à partager sur... alors, c'est assez bien distribué, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que après ce webinaire, vous répondriez de la même manière ? Surtout pour ceux qui sont dans le haut, qui se répondent, voilà, on sait et on applique, ou dans des initiatives et on s'améliore. Ça, c'est assez intéressant de voir, d'augmenter cette question de maturité, en fait, sur qu'est-ce que c'est que la collaboration. Sabrina, merci beaucoup. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, mais vous pouvez continuer de toute façon, je pourrais y répondre ou m'écrire et j'y répondrai volontiers. Voilà. Ce que je voulais vous parler également, si vous voulez aller plus loin, pour changer plus loin avec nous, on organise des masterclass, notamment une sur le savoir collaborer. Le principe est assez clair, c'est un nombre de places limitées, les inscriptions sont obligatoires, c'est sur la base d'un cas réel et c'est en distanciel. Les premiers retours que nous avons, ces masterclass sont plutôt très bons. Voilà, ça dure 1h30, 2 heures, voilà, en fonction de comment le groupe travaille et avance. Et on va vraiment au fond des choses. Voilà, le principe d'utiliser un cas réel, vous faire travailler, et moi, ou un des membres de la communauté en apport d'étonnement ou en apport de contenu, vous aide énormément à
comprendre la situation et voir comment vous pouvez agir et vous donner des pistes, évidemment, pour développer le savoir collaborer. Et puis sur les autres thématiques aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez un petit bouton qui est en dessous pour cela. Et puis, pour changer plus loin encore, vous avez donc les autres webinaires de la web-série qui sont disponibles sur Webikeo. Donc, il suffit d'y aller sur notre chaîne et de vous inscrire à ce qui vous intéresse. On en aura un notamment sur le sujet des émotions et des tensions, bien entendu. Il y a les masterclass, donc quelques-unes qui sont présentées ici. Ce n'est pas l'exhaustivité, il y en a d'autres. Il y a également nos accompagnements, soit sur les projets pour les conduites du changement, transformation culturelle, des conférences aussi que nous donnons sur le management du XXIe siècle, des séminaires également que nous proposons, que nous réalisons sur mesure ou pas, selon ce que vous souhaitez, autour de ces thèmes de la collaboration et du changement culturel. Et puis également des petits ateliers qui sont pour moi des game changers en fait, où il y a vraiment des shifts de prise de conscience importantes. Voilà. Et puis si vous le souhaitez, évidemment, vous avez également des formations que nous pouvons réaliser. Nous sommes certifiés Calliope s'il y a besoin de faire financer par des OPCO sans aucun problème. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier de votre participation. Si vous avez aimé ce webinaire, prenez une petite minute à la fin de ce webinaire pour aller renseigner une petite appréciation, 4 ou 5 étoiles. En dessous, non, ce n'est pas nécessaire, mais voilà, 4-5 étoiles avec volontiers, puis mettre un petit commentaire. C'est toujours agréable de voir ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Vous pouvez vous inscrire donc à nos masterclass et puis vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn et sur Webikeo. Donc, il y a un lien pour nous suivre sur LinkedIn et sur Webikeo. Vous connaissez déjà la chaîne. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui. Belle fin de journée et puis à très bientôt pour notre masterclass ou pour notre prochain épisode de notre webinaire série.